Corse, la situation reste tendue. Christian Bonnet envoie des renforts à Ajaccio. Raymond Barre au chef d'entreprise, le dialogue social est la clé de l'unité de la France. L'Iran s'installe dans la violence, mais aussi dans les restrictions économiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui s'est passé hier soir à Ajaccio est grave. Par 3 fois, le sang a coulé et il y a eu mort d'homme. Et chacun a peur du terrible engrenage de la violence, engrenage dont il faut démonter les pièces une par une, des pièces chauffées à blanc, et les multiples appels au calme lancés de part et d'autre pendant toute cette journée de jeudi ont pour l'instant permis que l'on n'aille pas plus loin. La situation ce soir est quand même toujours tendue à Ajaccio, mais calme. Chacun en revanche est très inquiet pour la nuit à venir. Alors sans plus attendre, je vous propose de retrouver sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Pradino, qui va revenir avec détail sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Attention, hier soir, pourtant, personne ne s'attendait à une catastrophe. L'atmosphère était tendue, mais les quelques bousculades entre manifestants et policiers vers 11 h du soir étaient considérées comme peu graves. D'un seul coup, le drame éclate. Un homme dans la rue, en plein centre de la ville, ouvre le feu sur les CRS. 4 policiers sont touchés à coups de revolver. L'un d'entre eux va mourir presque tout de suite. 2 autres CRS sont sérieusement blessés, le 4e plus légèrement. Ils sont évacués immédiatement, mais on sent une sorte de début de panique. Les contrôles se renforcent, les policiers veulent retrouver leur agresseur, en fuite. Toujours en plein centre d'Ajaccio, sans que l'on sache encore exactement dans quelles conditions, un policier tire une rafale de pistolet mitrailleur contre une voiture. Il y avait 3 jeunes femmes à bord, l'une d'entre elles est tuée, la 2e blessée, la 3e est elle aussi à l'hôpital. Il y aura encore un mort dans la nuit, un automobiliste qui voulait franchir un barrage. Ce matin, c'est le silence et la tristesse à Ajaccio. Comment les choses ont-elles pu dégénérer? Les retranchés de l'hôtel Fesch sont momentanément oubliés. Les policiers se voient à peine. Devant la préfecture, une 60aine de lycéens protestent, silencieusement, en organisant un sit-in. Dans l'après-midi, un mot d'ordre de grève générale est lancé pour demain, vendredi, par 40 organisations très différentes les unes des autres. Petit à petit, les boutiques et les vitrines vont fermer, dès aujourd'hui. Et ce sera demain la journée Isula Morta. Et pendant ce temps, malgré leur discrétion, et paradoxalement, les policiers sur place à Ajaccio vont être renforcés. Les cars sont en place, on a l'impression que tout peut recommencer. Vous êtes avec nous en direct, Bernard Pradino. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la situation à 20h02 en ce moment à Ajaccio? Patrick, la situation est finalement assez mauvaise. Il y a d'abord ces magasins qui ont fermé dès ce soir pour la journée île morte de demain. Puis il y a eu ces renforts de CRS, de gendarmerie. Alors la vue de ces cars avec des hommes casqués, armés, excite les gens, et cela se comprend aussi. Puis il y a eu une sorte d'agitation politique tout l'après-midi. Les élus de la gauche se sont rencontrés, et tous les élus de la majorité sont là également. On attend ce soir une délégation du Parti Socialiste qui viendrait de Paris. On a beaucoup discuté toute la journée aussi, à la préfecture bien entendu, et puis chez les autonomistes, dans la rue également. Alors tout ça ne contribue pas à améliorer l'atmosphère. Surtout à l'approche de la nuit, j'imagine. C'est un peu cela. Et puis il y a une sorte de mouvement pendulaire. Vous savez, toute la journée, on a un peu oublié ces retranchés de l'hôtel Fesch, ce groupe d'autonomistes avec leurs otages, 10 personnes encore. On toujours à appeler otages d'ailleurs. Absolument. Mais ce soir, à nouveau, il y a plein de policiers dans le quartier. Le quartier est à nouveau bouclé. Alors, on s'attend à quelque chose. Mais quoi? Une action de la police? C'est assez peu vraisemblable. D'autres manifestations encore? On en doute encore. Mais on a l'impression, moi j'ai cette impression très désagréable, que les appels au calme toute la journée sont une sorte de rituel finalement, et que personne n'a envie d'entendre. Bien Bernard, on vous retrouve peut-être dans le courant de ce journal. Les réactions maintenant à ces événements, d'abord un appel à la grève générale lancé par 21 organisations politiques et syndicales, une action à déclencher sans délai avec, on vous l'a dit, à la clé, une opération ville morte à Ajaccio. Le PC demande le retrait immédiat de ce qu'il appelle les forces de répression. La CGT fait de même, y compris sa fédération de la police. Et autre crainte des policiers, des CRS, cette fois, ils veulent bien que l'on sache que ce ne sont pas eux qui ont tiré, mais des officiers de la police judiciaire en civil, disent-ils. Côté gouvernement, maintenant, le Premier ministre estime qu'il n'y a pas, en ce qui concerne la France, de tendance à l'autonomie, mais plutôt des prurites d'autonomisme. Et le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, précise son sentiment sur l'affaire d'Ajaccio pour le moment dit. Nous l'écoutons. Les forces chargées d'assurer la sécurité des Français n'étaient pas trop nombreuses. Et au moment même où je vous parle, les renforts nécessaires
sont acheminés vers Ajaccio et vers Bastia. Vous avez parlé de tractation. Il n'y a jamais eu en France, il n'y aura jamais en France de tractation avec les preneurs d'otages qui sont des criminels de droit commun. Il ne s'agit pas d'une affaire politique, il s'agit d'une affaire de droit commun. Je m'empresse de dire que personne ne confond l'ensemble de la population des deux départements corses avec ce petit groupe des garés qui, refusant les lois de la démocratie, tentent d'imposer par la violence ces idées d'autonomisme qui n'ont recueilli qu'un nombre de suffrages dérisoires lors de scrutins successifs. Alors d'autres réactions maintenant, sur place cette fois, celles des leaders de partis ou de tendances recueillies par Bernard Pradino. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, il faut parier au plus pressé, c'est-à-dire à la paix civile. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait une démarche auprès de M. le Préfet, nous élus de la gauche, pour lui expliquer qu'à notre avis, les conditions de la désescalade passent immédiatement par un allègement du dispositif policier. Ce dispositif crée effectivement les conditions d'affrontement souvent inutiles et souvent extérieurs au lieu même, disons, de la détention et du refuge qui a été celui des gens de Bastelica. Bien, à partir de là, l'avenir nous dira ce qui peut se passer. En tout cas, la première condition, et c'est le souci de tout le monde, et pour notre part, nous pensons qu'il faut agir de ce côté-là, pour notre part, nous, élus de la gauche, nous disons qu'il faut provoquer la désescalade. Les conditions de la discussion ensuite interviendront. D'abord, il faut la paix. Bien. Malgré les commotions que connaît ce pays, la répression attestée par l'arrestation de nombreux jeunes Corses, nous constatons que le pouvoir central est totalement inapte à saisir la réalité et la complexité de nos problèmes et qu'il s'obstine dans une attitude de fermeture qui conduit à des affrontements parfaitement regrettables. Nous pensons que la Corse nouvelle est à construire non pas sur des décombres mais dans une volonté réciproque et fraternelle, mais il faut encore que l'un des deux partenaires, le pouvoir central à l'occasion, s'y prête. Il n'en est pas question pour lui et vous avez des affrontements extrêmement graves. Et nous sommes extrêmement préoccupés par les propos de M. le ministre de l'Intérieur qui, à cette inquiétude de la Corse, répond par l'envoi supplémentaire de forces, alors que la Corse entière se mobilise pour préparer demain, dans le calme, la dignité et la détermination, une grève générale avec une journée île morte. Je formule le vœu qu'il n'y ait plus de sang versé. Côté communiste, une délégation d'élus du PC vient d'être reçue au ministère de l'Intérieur pendant une demi-heure par un collaborateur de Christian Bonnet. On peut aussi évoquer cette réflexion du RPR Pierre Pasquini. Une route est prise, dit-il, une route qui nous conduit au malheur, une route prise par un certain nombre de Corses. Avec Jean-François Luciani, maintenant, les racines du mal ou du malaise, comme on voudra. Jean-François Luciani, donc. Au fond d'un dossier extrêmement complexe, au fond deux raisons principales. L'une tient à la tactique des forces en présence, l'autre plus profonde est le manque d'intégration à la vie politique du courant autonomiste qui ne s'exprime pas lors des consultations électorales. En 1978, les 4 élus appartiennent au RPR. Monsieur Liberbou, président de la mission interministérielle, qu'on a d'ailleurs écarté, avait bien compris le problème insulaire. La Corse, disait-il, c'est un lambeau de chair du passé dans le temps présent. La Corse est en 20 ans passée de l'ère pastorale à la société post-industrielle. Dans les années 60, elle a vu sa langue, sa culture, ses traditions largement entamées. S'ajoutent à cela les clans, les fraudes électorales, la politique du service rendu, les jeunes qui aujourd'hui souhaitent rester au pays. En 1974, Liberbou, envoyé par Paris, fait adopter une charte de développement et y associe certains autonomistes. Il commet la double erreur de parler du peuple corse et de ne pas ménager suffisamment les élus. D'un autre côté, les autonomistes supportent mal que certains des leurs rejoignent Liberbou. C'est le drame d'Aléria, c'est la fin de la charte, la renaissance des clandestins et des séparatistes qui prêchent l'indépendance. Certes, l'aide matérielle très importante qu'apporte le gouvernement à la Corse réduit les disparités économiques et sociales, mais ne résout pas encore le problème politique. De nouveau est posée la question de l'intégration du courant autonomiste à la vie politique. Une fois encore, et dans la légalité, la solution devra tenir compte du particularisme corse.
dit Noël Copin, outre ce dossier proprement dit, les événements de cette nuit posent deux problèmes, ceux de la violence bien sûr et aussi de l'unité nationale. D'abord la violence. Eh bien oui, la violence, elle a commencé d'abord par cet homme qui a tiré délibérément de sang-froid sur un CRS, un assassinat, une provocation qui malheureusement a réussi, puisque presque aussitôt après, là ce sont des représentants de l'ordre qui ont tiré trop vite et qui ont tué, et l'on ne sait pas à vrai dire, on s'interroge sur ce qui est le plus grave, du sang-froid de l'un ou de l'absence du sang-froid des deux autres. Et il est vrai qu'en face de cette violence, la tâche de l'État n'est pas facile, il ne peut pas permettre cette violence, il doit faire respecter la légalité, et il doit chercher à éviter cette violence, il doit chercher aussi à y mettre fin. Mais lorsque l'engrenage est commencé, il n'est pas facile d'en sortir, il faut bien sûr montrer sa force, mais le déploiement de la force n'est pas sans doute le meilleur moyen de calmer les esprits. Et puisque nous parlons de l'État, il cherche aussi par tous les moyens à garder ce qu'on appelle l'unité nationale, qui est un acquis français. Et je crois que là en Corse, on rencontre ce problème de l'harmonie entre l'unité de la nation et puis la prise en compte des diversités régionales. Le problème s'est posé de façon dramatique là, mais il se pose aussi ailleurs, et il n'est pas étonnant que dans un État aussi fortement centralisé que le nôtre, et centralisé par une très longue tradition, de temps en temps il y a des poussées régionalistes, et là aussi ce n'est pas facile de savoir quelle attitude prendre. Il est certain que l'unité serait menacée si l'État cédait aux pressions des extrémistes, mais il est certain aussi qu'une attitude trop rigide et trop dure ne ferait qu'exacerber précisément ces mécontentements et ces poussées autonomistes. Il y a eu en France une timide tendance à la régionalisation ces dernières années, et puis maintenant on s'engage dans un lent, impatient effort de décentralisation. Le président de la République disait il y a quelque temps à Bordeaux, messieurs les Girondins, un pas vers la Gironde. Faut-il hâter ou non ce pas? Telle est la question. Une question qui paraît a priori bien difficile et quelquefois dramatique, mais au fond, est-ce que ce n'est pas la diversité des régions qui fait la richesse d'un pays comme le nôtre? Voilà, ce soir, tout ce que nous pouvions dire sur ce malaise corse, sur ce drame, sur ce particularisme dont parlait Jean-François Luciani. À tout moment, bien sûr, nos deux équipes qui sont sur place à Ajaccio peuvent intervenir dans le courant de ce journal. Le ministre de l'Intérieur, qui, nous dit-on, s'apprête ce soir encore à une longue nuit de veille, aura connu dans la journée un autre désagrément. Le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraire à la Constitution l'une de ses dispositions de sa loi relative à l'immigration. C'est une disposition qui autorisait la détention pendant une semaine d'un immigré expulsé, et ceci sans qu'un juge n'ait à intervenir. La loi relative à la prévention de l'immigration clandestine, votée par les députés le 6 décembre 1979, n'est pas complètement annulée. C'est la disposition autorisant la possibilité de détention pendant 7 jours d'un étranger, sans qu'un juge ait à intervenir de plein droit ou à la demande de l'intéressé, qui a été annulée par le Conseil constitutionnel. Cela signifie que la police ne pourra plus maintenir dans des locaux administratifs ou pénitentiaires un étranger expulsé sans que l'autorité judiciaire n'en soit saisie. Par cette décision, le Conseil constitutionnel réaffirme la primauté de la justice sur la police et confirme l'illégalité de centres de détention comme celui de la prison d'Arinques à Marseille. Et ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel, qui se veut gardien farouche des libertés individuelles, annule de semblables dispositions. Un nouveau président pour le Centre national des indépendants et paysans. Contrairement à ce que l'on pensait, ce n'est pas Jacques Fouchier, le secrétaire d'État à l'agriculture, mais Philippe Malo, ancien ministre, qui a été élu. La mort de Léon Mauvais, qui fut longtemps secrétaire confédéral de la CGT, également dirigeant du Parti communiste. Léon Mauvais avait 77 ans. Les 7 piliers de la sagesse vus par Raymond Barre devant le Forum de l'expansion, 7 tendances majeures pour les années 80. Une tendance d'abord à la hausse continue du prix du pétrole et de l'énergie, une croissance économique moins rapide que pendant les 20 dernières années, le remplacement de la société de consommation, de répartition et d'assistance par une société de création, d'initiative et de responsabilité, l'intensification de la concurrence internationale, une plus grande stabilité monétaire, petit à petit en tout cas, une nouvelle organisation de l'Europe et enfin l'aggravation du problème des pays en voie de développement. Et à partir de ces tendances, Raymond Barre définit des directions et il demande aux partenaires sociaux de continuer à négocier. Nul ne peut nier maintenant la représentativité des syndicats ni leur rôle dans les relations sociales. Leur capacité de dialogue s'est accrue depuis 1978. Le gouvernement considère cette évolution comme positive pour l'avenir de la société et de l'économie française. Et je souhaite qu'en dépit des difficultés de tous ordres que notre pays connaît, auxquelles notre économie a à faire face, que nos entreprises doivent dominer,
l'année 1980 soit celle de l'extension et de l'approfondissement du dialogue social. Car le dialogue social, c'est la clé de l'unité de la France. Les organisateurs du Forum de l'expansion ont fait part au Premier ministre des résultats d'un sondage qui lui est défavorable, un sondage Sofres auprès des chefs d'entreprise. 56% d'entre eux estiment que sa politique économique est un échec, 36% seulement la jugent positif, des chiffres beaucoup moins bons que l'an passé. Mais paradoxalement, une petite majorité, 51%, souhaite le voir rester à Matignon jusqu'au présidentiel. La visite de Georges Marchais à Moscou pour la 3e journée consécutive, il a rencontré Léonid Brejnev et une fois de plus, aujourd'hui, il a eu les honneurs de la télévision soviétique. Je laisse parler ma charmante consoeur. La présentatrice explique que Georges Marchais a visité cet après-midi l'usine d'Atomac dans le sud du pays, non loin de Volgograd. Il s'agit en réalité d'un complexe géant de fabrication de réacteurs nucléaires. Au cours d'un meeting organisé en l'honneur de la Fédération française, Georges Marchais a pris la parole. Il a rendu hommage aux ouvriers et aux ingénieurs de l'usine. Ils ont, a-t-il dit, la volonté d'utiliser pleinement les ressources énergétiques de l'URSS. Le secrétaire général du Parti communiste français a ajouté toutefois que tout en utilisant l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, il convenait de poursuivre la lutte contre son utilisation à des fins militaires. Как одно из самых важных направлений их деятельности, как великую цель борьбы. Nouvelle tension entre Paris et Londres dans la guerre du mouton. La Grande-Bretagne a en effet décidé aujourd'hui de réclamer à la France le remboursement de près de 20 millions de livres de dommages et intérêts. Ceci à la suite du gel des importations de moutons britanniques par la France. Londres en a appelé à la Cour européenne de justice. Iran, les tribunaux islamiques condamnent toujours à mort. 5 personnes ont été exécutées aujourd'hui. Au total, depuis près d'un an, près de 700 exécutions. Je vous parlais hier des manifestations de Tabriz, manifestations qui ont fait plus de 12 morts. Nous venons de recevoir les premières images. Les choses ont commencé de façon classique, banale même. Défilé de masse, slogans et portraits géants des 2 religieux rivaux, Shariat Madari et Khomeini. Pourtant, le siège du parti madariste à Tabriz était bien barricadé et protégé par des sacs de sable, comme si l'on craignait quelque chose. Quelque chose qui allait se produire. On dit que les partisans de l'ayatollah Shariat Madari se sont lancés à l'assaut de la maison de la radio-télévision, ont incendié les édifices publics et provoqué de véritables combats de rue qui ont fait 12 morts, 50 ou 100 blessés, selon les sources. Il y a eu 50 arrestations, uniquement de madaristes, accusés d'être responsables des émeutes. Aujourd'hui, des renforts de gardiens de la Révolution seraient arrivés à Tabriz pour essayer d'empêcher de nouvelles violences. Il n'est pas sûr qu'ils y parviennent. L'atmosphère reste très tendue, au point que certains conseillent aux journalistes étrangers de ne pas rester là. Le retour au calme par un compromis entre madaristes et khoméinistes semble de plus en plus difficile, car Madari est pratiquement prisonnier des partisans de l'imam Khomeini, non pas dans sa ville de Tabriz, mais à Qom, la ville sainte de l'Iran. Au cours de ces manifestations, un photographe français, Patrick Chauvel, a été blessé par balle, mais sans gravité. Pas de changement pour les otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Et devant ce pourrissement, les États-Unis envisagent de plus en plus d'imposer les sanctions économiques contre l'Iran. Et ceci, malgré le veto soviétique. Cette menace a bien sûr des conséquences sur la vie quotidienne des Iraniens. Une enquête de Jacques Abouchard. Martine, une jeune femme franco-iranienne, fait son marché à Téhéran. Autrement dit, elle se lance dans un véritable marathon. Il risque de la conduire dans une bonne dizaine de magasins et de dévorer les 3/4 de sa journée. Pour aujourd'hui, l'objectif de Martine est à la fois limité et ambitieux. Elle veut acheter 12 œufs et un paquet de détergent. Avant la Révolution, je pouvais aller n'importe quel moment de la journée aux heures d'ouverture de la boutique et demander, par exemple, et surtout de la lessive ou de l'huile végétale, et en avoir. Tandis que ces jours-ci, on peut m'en donner, mais il y a une chance sur 10 pour qu'on m'en donne, ou alors on me dit de revenir l'après-midi, de revenir 2 jours plus tard, parce que les arrivages ne sont pas encore là et je ne peux pas en avoir. Donc en fait, moi j'ai un sentiment de pénurie puisque je ne peux pas avoir la marchandise que je veux au moment où je veux. Martine a renoncé définitivement à la viande de mouton. C'est la plus recherchée à Téhéran et elle devient rarissime.
Il faut faire la queue dès l'aube devant les boucheries, les jours d'arrivage, pour avoir une chance d'être servi. Est-ce que le gouvernement a préparé les Iraniens à, disons, une pénurie prolongée? Le gouvernement, je ne sais pas, mais je sais que dans ses nombreuses allocutions, l'imam Khomeini a prédit que si les temps devaient être durs, il fallait s'y attendre et il fallait savoir combattre éventuellement les difficultés, et notamment les difficultés de denrées alimentaires. Tout le monde sait que l'imam, d'ailleurs il le dit aussi, mange de l'oignon et du yaourt, c'est qu'il se contente de peu. Et finalement, il en appelle à tous les Iraniens de faire une sorte de jeûne ou d'accepter de très peu manger pendant plusieurs années s'il le faut. Il y a une psychose, est-ce qu'on stocke en prévision d'un blocus? Absolument. Et les Iraniens, et quiconque qui a vécu en Iran pendant la Révolution, a connu les carences de choses importantes, et ça prédispose à une mentalité de stockage. Tout le monde s'en défend, mais tout le monde stocke plus ou moins en Iran. En sortant avec précaution de son placard de cuisine 2 douzaines de paquets de lessive, des savonnettes et 2 sacs de 20 kilos de riz, M. Vartan exhume un véritable trésor. Il pourra échanger ces précieuses denrées contre du sucre ou de l'huile végétale qui ont tendance à disparaître des étalages. Il n'y a plus de matières premières dans les usines pour fabriquer les savons et les détergents, dit M. Vartan. Le riz iranien est devenu trop cher. Et quant au riz américain, il n'arrive plus. On n'en est pas encore à l'économie de guerre à Téhéran, mais il existe déjà un baromètre des produits qui se raréfient. Par exemple, en ce moment, on ne trouve pas de batterie de voiture. Et il faut faire des prouesses pour obtenir des pièces détachées. C'est également la course aux médicaments qui déserte les pharmacies. D'autre part, sur les 400 locomotives diesel que possède l'Iran, pas plus d'une centaine seraient actuellement en état de marche. Et les Iraniens devront peut-être adopter le régime spartiate que leur recommande le patriarche de Qom. Signe des temps, à Téhéran, la plupart des restaurants, même modestes, sont vides, alors que les petits marchands de fèves, de brochettes ou de betteraves chaudes s'installent à tous les coins de rue. Les États-Unis qui déposeront ce soir un projet de résolution contre l'Iran ont franchi un degré de plus dans l'escalade qui les oppose aux Soviétiques. Les Américains suspendent en effet l'exportation de matériel technologique vers l'Union soviétique. Cette décision est bien sûr liée cette fois directement à l'intervention des troupes soviétiques en Afghanistan. Les Américains ont déjà, vous le savez, fortement réduit leurs exportations de blé. À Kaboul, 2 semaines après l'entrée des troupes soviétiques, la vie quotidienne n'a pas, malgré un calme apparent, repris son cours normal. Selon certaines rumeurs, 2 conseillers soviétiques, l'un militaire, l'autre civil, auraient été tués. Ce qui est sûr, c'est que l'on assiste à une hostilité grandissante des habitants de Kaboul face à la présence militaire soviétique. Et puis, on vient d'apprendre la libération demain de 6000 prisonniers politiques. Cette information a été diffusée par Radio Kaboul. Puisque nous parlons d'Afghanistan à l'instant, le communiqué commun PC soviétique PCF, à l'issue des entretiens donc entre Georges Marchais et M. Brejnev, c'est un communiqué qui fait état d'une atmosphère amicale et franche, mais qui ne fait pas d'allusion directe à la situation en Afghanistan, et qui dit « L'amélioration nécessaire du climat des relations internationales implique le respect des principes de souveraineté des nations, d'indépendance et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays ». En Inde, après la victoire éclatante d'Indira Gandhi, les partis de l'opposition n'ont même pas assez de sièges pour former un groupe parlementaire. Imaginez que le parti Janata, qui était auparavant au pouvoir, n'a que 32 sièges. Avant sa défaite, il en avait 300. De nombreux dossiers attendent maintenant Indira Gandhi. L'un des plus préoccupants étant bien sûr le dossier afghan. Gérard Sebag, notre envoyé spécial en Inde, a donc demandé au nouveau chef du gouvernement indien sa réaction face à l'intervention des troupes soviétiques. On vous a présenté pendant longtemps comme une grande amie de l'Union soviétique. Vous avez fait beaucoup pour le rapprochement entre l'Inde et l'Union soviétique. Non, j'ai fait la même pour tous les pays, mais seulement l'Union soviétique, j'ai eu une réponse. Et avec les autres, c'est pas eu de réponse, c'est pas ma faute. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, justement à l'égard de l'Union soviétique, c'est
ce qui se passe actuellement en Afghanistan, et notamment l'intrusion dans les affaires intérieures de l'Afghanistan des soldats soviétiques. Il y en a maintenant près de 80 000. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un des premiers problèmes, je pense, qu'en chef de gouvernement, vous allez être obligé d'aborder. Ce que dit le gouvernement soviétique, c'est que c'est le président Amin qui leur a invité. Je pense que c'était le 26 décembre. Et après sa mort, l'autre président a renouvelé l'invitation, la demande, ou comment c'est, la demande, oui, la demande. Donc vous ne considérez pas cela comme une invasion par l'Union soviétique de l'Afghanistan? Je ne dirais pas que c'est une invasion, mais je dirais quand même que c'est dommage qu'ils sont entrés. Est-ce que vous estimez... Parce que ça va monter les tensions. Et une présence, ça invite une autre présence, toujours. Vous n'utilisez pas le terme d'ingérence soviétique? Qu'est-ce que c'est? Ingérence, c'est plus fort que ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Interference. Interference, yeah. Vous n'utilisez pas ce mot? Non, ça dépend si le gouvernement leur a demandé de venir, non? Le président Carter a déclaré il y a de ça quelques heures que la crise à la suite de l'Afghanistan était sans doute la crise la plus grave que connaissait le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça c'est un peu exagéré. Mais quand même, il y a des dangers, surtout parce que la situation en Iran et les autres, et même en Pakistan, c'est pas très stable, n'est-ce pas? Alors, oui, alors. Non, nous trouvons que toutes ces tensions, il vient plus près de notre frontière. Et alors, comment allez-vous vous mouvoir là-dedans, au milieu de toutes ces tensions? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Non, il faut voir. Oui. Mais vous êtes prêt à continuer votre coopération avec l'Union soviétique, par exemple? Oui. Est-ce que vous voulez faire une coopération avec les États-Unis d'Amérique? Aussi, oui. Madame Gandhi, qui tout à l'heure dans l'émission de France Inter, face au public, a déclaré que la coopération qui se dessinait actuellement entre les États-Unis, la Chine et le Pakistan était particulièrement dangereuse pour l'Inde. Attentat au Pays Basque espagnol, cela s'est passé à Vitoria. Le chef de la province, de la police de Álava a été tué. Notre page sportive maintenant, tennis tout d'abord. Hier soir a débuté aux États-Unis le Masters Homme. Pas de grosse surprise pour cette première journée. Connors a battu Higueras, Villas a battu Gerulaitis, McEnroe a battu Salomon et le match vedette Borg-Tanner en images maintenant. Borg, en bas du court, a exécuté l'Américain Roscoe Tanner, numéro 5 mondial, en l'espace de 59 minutes et de 2-7, 6-3, 6-3. Le Suédois appréhendait le début du Masters. Il n'aime guère la surface synthétique du Madison Square Garden et se déclare ébloui par les éclairages. Borg redoutait beaucoup Tanner, l'Américain l'avait battu en quart de finale au Flushing Meadows. Ce match a totalement rassuré Borg, il revient de vacances, mais il est en forme. La finale aura lieu dimanche. Les amateurs de tennis souhaitent voir Borg affronter l'Américain McEnroe. Le vainqueur recevra 100 000 $, soit 400 000 francs. Ski, Jacques Perrial, directeur. Certaines rumeurs, 2 conseillers soviétiques, l'un militaire, l'autre civil, auraient été tués. Ce qui est sûr, c'est que l'on assiste à une hostilité grandissante des habitants de Kaboul face à la présence militaire soviétique. Et puis, on vient d'apprendre la libération demain de 6000 prisonniers politiques. Cette information a été diffusée par Radio Kaboul. Puisque nous parlons d'Afghanistan à l'instant, le communiqué commun PC soviétique PCF, à l'issue des entretiens donc entre Georges Marchais et M. Brejnev, c'est un communiqué qui fait état d'une atmosphère amicale et franche, mais qui ne fait pas d'allusion directe à la situation en Afghanistan, et qui dit « L'amélioration nécessaire du climat des relations internationales implique le respect des principes de souveraineté des nations, d'indépendance et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays ». En Inde, après la victoire éclatante d'Indira Gandhi, les partis de l'opposition n'ont même pas assez de sièges pour former un groupe parlementaire. Imaginez que le parti Janata, qui était auparavant au pouvoir, n'a que 32 sièges. Avant sa défaite, il en avait 300. De nombreux dossiers attendent maintenant Indira Gandhi. L'un des plus préoccupants étant bien sûr le dossier afghan. Gérard Sebag, notre envoyé spécial en Inde, a donc demandé au nouveau chef du gouvernement indien sa réaction face à l'intervention des troupes soviétiques. On vous a présenté pendant longtemps comme une grande amie de l'Union soviétique.
Vous avez fait beaucoup pour le rapprochement entre l'Inde et l'Union soviétique. Non, j'ai fait la même pour tous les pays, mais seulement l'Union soviétique, j'ai eu une réponse. Et avec les autres, c'est pas eu de réponse, c'est pas ma faute. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, justement à l'égard de l'Union soviétique, c'est ce qui se passe actuellement en Afghanistan, et notamment l'intrusion dans les affaires intérieures de l'Afghanistan des soldats soviétiques. Il y en a maintenant près de 80 000. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un des premiers problèmes, je pense, qu'en chef de gouvernement, vous allez être obligé d'aborder. Ce que dit le gouvernement soviétique, c'est que c'est le président Amin qui leur a invité. Je pense que c'était le 26 décembre. Et après sa mort, l'autre président a renouvelé l'invitation. Voilà la demande. Ou comment la demande, oui. La demande. Donc vous ne considérez pas cela comme une invasion par l'Union soviétique de l'Afghanistan? Non, je ne dirais pas que c'est une invasion, mais je dirais quand même que c'est dommage qu'ils ont entré. Est-ce que vous estimez... Parce que ça va monter les tensions. Et une présence, ça invite une autre présence, toujours. Vous n'utilisez pas le terme d'ingérence soviétique? Qu'est-ce que c'est? Ingérence, c'est plus fort que ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Interference. Interference, yeah. Vous n'utilisez pas ce mot? Non, ça dépend si le gouvernement leur a demandé de venir, non? Le président Carter a déclaré il y a de ça quelques heures que la crise à la suite de l'Afghanistan était sans doute la crise la plus grave que connaissait le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça c'est un peu exagéré. Mais quand même, il y a des dangers, surtout parce que la situation en Iran et les autres, et même en Pakistan, c'est pas très stable, n'est-ce pas? Alors, oui, pardon. Non, nous trouvons que toutes ces tensions, il vient plus près de notre frontière. Et alors, comment allez-vous vous mouvoir là-dedans, au milieu de toutes ces tensions? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Non, il faut voir. Oui. Mais vous êtes prêt à continuer votre coopération avec l'Union soviétique, par exemple? Oui. Est-ce que vous voulez faire une coopération avec les États-Unis d'Amérique? Aussi, oui. Madame Gandhi, qui tout à l'heure dans l'émission de France Inter, face au public, a déclaré que la coopération qui se dessinait actuellement entre les États-Unis, la Chine et le Pakistan était particulièrement dangereuse pour l'Inde. Attentat au Pays Basque espagnol, cela s'est passé à Vitoria. Le chef de la province, de la police de Álava a été tué. Notre page sportive maintenant, tennis tout d'abord. Hier soir a débuté aux États-Unis le Masters Homme. Pas de grosse surprise pour cette première journée. Connors a battu Higueras, Vilas a battu Gerulaitis, McEnroe a battu Salomon et le match vedette Borg-Tanner en images maintenant. Borg, en bas du court, a exécuté l'Américain Roscoe Tanner, numéro 5 mondial, en l'espace de 59 minutes et de 2-7, 6-3, 6-3. Le Suédois appréhendait le début du Masters. Il n'aime guère la surface synthétique du Madison Square Garden et se déclare ébloui par les éclairages. Borg redoutait beaucoup Tanner, l'Américain l'avait battu en quart de finale au Flushing Meadows. Ce match a totalement rassuré Borg, il revient de vacances, mais il est en forme. La finale aura lieu dimanche. Les amateurs de tennis souhaitent voir Borg affronter l'Américain McEnroe. Le vainqueur recevra 100 000 $, soit 400 000 francs. Ski, Jacques Perriat, le directeur des sports au ministère de la Jeunesse, a confirmé aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses, les skieurs français n'iraient probablement pas aux Jeux Olympiques de Lake Placid. Cette décision concerne bien sûr les hommes. Chez les femmes, la situation est beaucoup moins dramatique. Nous l'avons vu hier avec la victoire de Perrine Pellen. Perrine Pellen qui a presque renouvelé son exploit de la veille, puisque aujourd'hui, dans le slalom géant de Berchtesgaden, elle a terminé à la seconde place. Nous la voyons actuellement sur ces images. Celle qui a gagné le slalom géant, c'est Annie Wenzel du Liechtenstein, qui est d'ailleurs en tête de la Coupe du Monde féminine, donc depuis le début de la saison. Comme jeudi maintenant, comme tous les jeudis, les résultats du tiercé, mais tout d'abord le temps que vous allez chercher un petit crayon peut-être, Laurent Bourmet qui nous parle très rapidement de la météo. Oui, bien l'air froid a envahi tout le pays venant du nord-est avec ce qu'on appelle un anticyclone, de l'air stable. Les seules régions où il ne gèlera pas demain, ce sont les côtes de l'Atlantique
et de la Méditerranée ainsi qu'en Corse, il fera encore doux. Partout ailleurs des gelées, moins 6 à moins 8 degrés le matin dans le nord-est, moins 3 Paris, moins 6 dans le centre, un peu plus ailleurs. Donc vous voyez, il faut se couvrir. Dans la journée, les températures monteront à 0 degrés dans le nord-est, 2 degrés à Paris, 4 degrés dans le centre et jusqu'à 8 degrés dans le sud. Quant au ciel, il sera souvent très brumeux et gris le matin, mais ensuite il aura tendance à se dégager avec le retour du ciel bleu. Pas trop de pluie ou de neige à craindre, sauf dans les massifs montagneux de l'Est, avec quelques averses. Pour samedi et dimanche? Samedi et dimanche, c'est exactement le même temps stable, froid, très froid et sec, continu, de plus en plus froid même, sans doute dimanche, avant le retour du redoux par l'ouest. Vous avez vos crayons, les résultats du tiercé donc maintenant. Pour gagner, il fallait jouer le 19, le 20 et le 9. Cette combinaison rapporte dans l'ordre pour 5 francs 24 086 francs et dans un ordre différent 3 175 francs 50, donc pour 5 francs. Ce journal est maintenant terminé. Les derniers développements de l'actualité avec à nouveau une correspondance de Corse à 23h05 avec Hervé Claude. Et puis demain, la première édition du journal d'Antenne 2 qui vous sera présentée, comme tous les jours, à 12h45 par Patrick Lecoq avec comme invité le professeur Pélissier. Passez une très bonne soirée. À demain, 20h.